Bonjour Estelle, Bonjour, comment tu vas? ça va. Je suis très heureuse d'être à tes côtés aujourd'hui. Bon, c'est gentil. Avant de commencer, je voulais te remercier d'avoir accepté de participer à ce podcast. Et je trouve qu'en fait, il faut du courage pour en parler. Donc, merci beaucoup à toi. Merci. Pour moi, ça m'a semblé assez normal de répondre à ton appel. C'est gentil. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc je suis Estelle, comme tu l'as déjà dit. Je vais bientôt avoir 49 ans. J'habite en Alsace. Je suis mariée et j'ai pas d'enfant. D'accord. J'ai été diagnostiquée pour l'endométriose en 2014 suite à un examen gynécologique qui a révélé que j'avais en fait un kyste endométriosique sur l'ovaire droit qui n'a cessé de grossir et qui a du coup dû être enlevé. D'accord. Et suite à ça, en fait, on a décelé que j'avais une endométriose profonde avec des atteintes digestives et des atteintes aussi au cul-de-sac de Douglas. D'accord, ok. Ok. Et moi, je pense, avec ça, parce que je n'ai pas été diagnostiquée pour ça, mais je pense que j'ai soit des atteintes respiratoires, soit une atteinte au niveau du diaphragme aussi. Parce que des fois, j'ai des soucis à la respiration. Et à ce niveau-là, des fois, ça me fait mal quand je fais des randonnées. Ouais, t'as le souffle un peu coupé, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, tes symptômes, elles sont apparus donc quand exactement? Alors moi, mes symptômes, ils sont apparus, j'avais à peu près 34 ans, Mhm. quand j'ai arrêté la pilule pour essayer de faire un enfant, en fait. Parce qu'on voilà, l'âge avançant, on s'est dit, même si c'était pas forcément un projet de vie, je pense que la pression sociale, à un moment donné, nous a fait nous poser la question d'essayer de faire un enfant. Mhm. Et du coup, l'arrêt de la pilule a été très compliqué pour moi, en sachant que je la prenais pas depuis que j'étais jeune, hein. Voilà, je l'ai prise pendant quelques années, Oui. mais l'arrêt a été très compliqué dans le sens où j'ai eu très 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 mal quotidiennement au bas du ventre et surtout au niveau des ovaires. J'avais l'impression d'avoir 2 ballons de rugby accrochés à la place des ovaires et qu'on me tirait dessus tout le temps vers le bas. Enfin, c'était vraiment extrêmement douloureux avec des gonflements du ventre. Enfin, voilà, c'était vraiment très très douloureux. Donc c'était à l'âge de 34 ans. D'accord. Et comme beaucoup de femmes, je me disais que c'était normal d'avoir des douleurs pendant les règles, d'avoir des douleurs dans ces endroits-là, en fait. Oui. Et en fait, j'ai été diagnostiquée bien plus tard puisque c'est avec le hasard que je change de gynécologue. C'est en voulant apprendre à me connaître que cette gynécologue a décidé de me faire un examen pelvien et où elle s'est rendue compte qu'effectivement, il y avait un kyste. Et donc, on est allé chercher plus loin à travers cet examen-là. Oui, ok. Du coup, ça t'a affecté donc pas de suite dès que tu as eu tes règles, mais plutôt donc à 34 ans quand tu as arrêté ta pilule. Donc c'est venu Alors après, oui, quoi. dans ma jeunesse, comme dit, hein, j'ai toujours eu des règles douloureuses. Plus l'âge avançait, plus mes règles ont été abondantes. Et effectivement, j'avais plutôt aussi des symptômes pendant les rapports, des douleurs Oui. pendant les rapports et après les rapports. Mais pour moi, c'était comme beaucoup de femmes, je n'en parlais pas Mm. et c'était pas sujet de discussion en fait à ce moment-là. Je pense que c'était un tabou, hein, un petit peu un tabou familial, social. Enfin, j'avais personne à qui en parler. Et c'est une fois que le diagnostic a été posé que ma parole a commencé à se libérer sur mes douleurs, sur des choses qui étaient peut-être pas forcément aussi normales que ça. Ouais, ça t'a éclairé sur certaines symptômes que tu as eus et que tu t'es dit, ouais, c'est normal, et au final, c'était pas normal, quoi. Oui, exactement. C'est exactement ça. Je vois. Et du coup, quels sont tes symptômes pour toi les plus difficiles à gérer? Je pense que ça va être la fatigue chronique, Ouais. les douleurs au rapport, en sachant qu'effectivement, les rapports, il y en a plus beaucoup, hein, Mm. depuis 1 an et demi. Alors heureusement que j'ai un mari qui est très à l'écoute et très conciliant mais c'est vrai que pour moi, c'est même pas les douleurs au rapport, c'est les douleurs après les rapports. C'est après Oui. les rapports pendant quelques jours, c'est atroce. J'ai l'impression d'avoir, le ventre, très douloureux, très gonflé et voire des fois des saignements, en fait. Oui. Donc ça, c'est les choses qui sont là le plus souvent. Ensuite, il y a des douleurs digestives. Oui. Donc là, il y a l'alimentation qui joue un rôle aussi. Donc je suis en permanence en train d'observer, pas ce que je mange, mais une fois que j'ai mangé, comment est-ce que les aliments réagissent dans la digestion, en Mm. fait. Donc il y a des aliments que j'ai été obligée d'enlever
complètement de mon alimentation et d'autres que je suis toujours en observation. Mais c'est vrai que le digestif est quelque chose qui est très compliqué aussi. Voilà. Après, effectivement, j'ai une pratique qui est le Pilate, Mmh. qui m'aide beaucoup dans la gestion des adhérences. Enfin, pour moi, en fait, c'est le fait d'être en mouvement et de mettre le niveau du bas-ventre en mouvement régulièrement. Des fois, c'est douloureux Oui. parce que tu as les adhérences qui adhèrent. Et puis, il y a des moments où c'est bénéfique parce que je sens que de faire bouger ces adhérences, ça a un impact sur ma mobilité de manière générale et surtout la mobilité du bassin. Oui. Comment ces maladies, en fait, elles t'ont affecté, niveau, relations personnelles ou professionnelles? Alors au niveau professionnel, il y a eu des gros moments de difficulté, notamment quand, avant mon dia enfin ça c'est même en lien avant mon diagnostic en fait, avant mon diagnostic, j'avais des arrêts, maladie à répétition pour fatigue, atroce, enfin pour fatigue extrême, Oui. pour douleurs, inexpliquées dans le corps, mais vraiment c'est à la base, c'était surtout cette fatigue qui était très compliquée à gérer. Voilà, j'ai travaillé dans le médico-social pendant 10 ans. J'ai fait un burn-out, en 2012 suite à plein de choses, mais notamment, des douleurs dans le corps qui commençaient à devenir, compliquées à gérer et comme dit, j'ai été diagnostiquée à 34 ans, donc en 2014. Mmh. Donc en 2012, j'ai été licenciée pour inaptitude au poste suite à un burn-out et puis D'accord. ensuite, il y a, depuis cette période-là, j'ai pas forcément retrouvé de travail, fixe, ou j'en ai retrouvé un, mais j'ai dû travailler pendant 3 ans, dans une ville, qui du coup est à 50 kilomètres de chez moi et qui me faisait prendre les transports en commun. Oui. Chose que je ne savais pas non plus, c'est que, les transports en commun ont déclenché, vraiment des douleurs au niveau des adhérences parce que le train, en fait, avec ses mouvements, un peu de balancier, en fait, avait un effet sur, ses adhérences qui faisait, que ça donnait des douleurs et Mmh. du coup, là aussi, j'ai été souvent absente pour douleurs à ce niveau-là que j'arrivais pas à gérer. Je me bloquais le dos souvent, et des douleurs dans les jambes, plein de choses et du coup, j'ai dû démissionner au bout de 3 ans de ce poste parce que je ne supportais plus en fait de faire ces allers-retours quotidiens et suite à ça, en fait, je me suis installée à mon compte en me disant que OK, à mon compte, je vais pouvoir, travailler à mon rythme, gérer mon emploi du temps, et au final, j'ai été à mon compte, pendant 5 ans et en fait, l'expérience d'entrepreneur n'est pas si facile que ça finalement Non. et demande des fois bien plus d'investissement, en temps et en heures et en charge mentale qu'un travail salarié. Oui. Mais par contre, effectivement, pendant ce temps-là, j'ai pu aussi, gérer j'ai pas eu d'arrêt maladie parce que, je gérais mon temps et mon emploi du temps comme je le pouvais et comme je le voulais. Mais par contre, aujourd'hui, je suis dans une situation où je recherche un emploi salarié pour retrouver une stabilité financière, mais avec des critères aujourd'hui qui sont bien plus précis que, à l'époque, il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire que je cherche un travail auquel je peux aller, avec mes propres moyens, donc en voiture pour éviter d'avoir ces transports en commun qui sont devenus, insupportables pour moi, un travail qui soit à proximité de mon domicile. Oui. Voilà, il y a des critères vraiment, et aujourd'hui, c'est des critères malheureusement, quelque part, heureusement ou malheureusement, dans la recherche d'emploi qui sont beaucoup plus précis que ce qu'ils n'étaient à l'époque, en fait. Ouais, ouais. Donc ça, c'est d'un point de vue professionnel Mmh. et d'un point de vue personnel, moi, je pense que j'ai eu une chance d'avoir été diagnostiquée parce qu'à partir du moment où j'ai été diagnostiquée, j'ai commencé vraiment à parler de ce que j'avais autour de moi et de mettre un nom dessus. Et de mettre un nom dessus, auprès de la famille et des amis, la première question, la plupart du temps, c'était: «Mais c'est quoi? Je connais pas». Oui. Là, je parle de 2015. Aujourd'hui, c'est encore le cas. J'ai encore des personnes qui me disent: «Je ne sais pas de quoi tu me parles», en parlant d'endométriose. Mmh. Mais au début, c'était, 9 personnes sur 10 qui ne savaient pas de quoi je parlais. Donc pour moi, il y a eu quelque part une période de sensibilisation des gens, de mon entourage en leur expliquant, j'ai maintenant des explications sur des symptômes et du coup, je trouve que pour ma part, en fait, les gens
autour de moi, mon entourage est assez réceptif. Alors voilà, bon, je viens pas en parler non plus tous les jours, mais ils sont assez réceptifs à quand je leur parle de mes douleurs, mais surtout, je pense que ça leur permet aussi d'avoir une ouverture d'esprit sur qu'est-ce que c'est que cette maladie, quoi. Ouais. Et pour ça, ouais, pour moi, c'est une chance, en fait, ça, quelque part, je pense, de pouvoir en parler. Oui, parce que du coup, tu as du soutien, quoi. Donc, c'est bien. Oui, c'est ça. C'est cool. C'est vrai que je me suis pas retrouvée, moi, dans des situations où on m'a dit ah, c'est dans ta tête, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, où on entend ça, c'est dans ta tête, tout ça. Moi, non, heureusement que j'ai pas eu ça, mais il faut dire qu'avant le diagnostic, je parlais pas de mes douleurs. Enfin, j'avais même honte quand j'étais en arrêt. Parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait et que je pensais que en fait dans ma tête je me disais mais t'es une feignante et en fait une fois que le diagnostic a été posé tu te dis ben non en fait c'est ça. Non, t'es pas ça mais tu as juste ça et ça qui fait qu'aujourd'hui c'est compliqué d'avoir un quotidien normal. Oui. Voilà. Ouais, on s'auto-flagelle, quoi. Quand on a des situations comme ça, on s'auto-flagelle, on se dit tu devrais peut-être un peu plus te bouger. Là, je trouve que On se dévalorise aussi, oui, quoi. C'est ça. Ouais. Et c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Oui. Et ouais. Est-ce que tu as des techniques qui t'aident à gérer ta douleur ou les symptômes que tu voudrais bien partager? Oui, je veux bien. Alors, du coup, comme je te disais tout à l'heure, au niveau alimentation, j'ai dû me mettre en observation de mon corps et des réactions qu'il pouvait avoir à certains aliments. Je pense que je ne les ai pas encore tous découverts, mais moi, par exemple, il y a un poison pour moi, c'est la tomate. D'accord, moi aussi. La tomate. La tomate est un vrai poison pour moi. C'est-à-dire que si malencontreusement il y a de la tomate dans quelque chose que je vais manger, ça va être des douleurs intestinales pendant 3 jours, quoi. 3, 4, 5 jours. Enfin, c'est comme si en fait cet aliment il allait se mettre sur les parois peut-être poreuses de mes intestins et qu'il allait mettre de l'inflammation là-dedans. Donc moi, la tomate, je l'ai bannie de mon alimentation. Je peux même te dire que je rêve de manger des pâtes des spaghettis bolognaises, j'en rêve. Mais par contre, je me l'interdis, quoi, parce que je sais que après, je vais passer des jours à vivre un enfer, quoi. C'est ça. Donc voilà, là, au niveau alimentation, il y a la tomate. Je me suis rendu les bons poivrons. Poivron, c'est un légume que j'aime pas, mais je sais qu'il me fait pas du bien. Après, il y a les produits laitiers. J'ai remplacé les produits laitiers des laits de vache, en tout cas, je l'ai remplacé par soit du lait de chèvre quand je veux quelque chose au niveau du lait animal. Sinon, j'ai remplacé par du lait végétal et tu vois, du lait, ou quand il faut de la crème fraîche ou quelque chose comme ça, ce sera toujours de la crème de coco. Parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, au début, j'avais remplacé, donc je fais des expériences, n'est-ce pas? Et au début, quand j'ai remplacé mes produits laitiers je me suis dit, je vais prendre des produits végétaux, quoi. Et on parlait tellement du lait de soja, donc j'ai remplacé par le lait de soja. Sauf que le soja, c'est absolument, dans mon cas, une fois de plus, le soja, j'ai encore fait l'expérience il y a 15 jours, c'est aussi un produit qui est banni parce que le soja, en fait, il me semble qu'il est œstrogène-like. C'est ça. Et que les produits œstrogène-like pour les femmes atteintes d'endométriose, c'est pas bon du tout non plus, quoi. Et voilà, et il y a 15 jours, j'ai remangé, ça faisait des années que j'avais pas mangé, mais j'ai mangé une salade de soja. Et je me suis retrouvée avec les douleurs de bas-ventre que j'avais pas connues depuis des années puisque j'avais pas remangé un aliment aussi nocif, entre guillemets, pour moi, que voilà, je me suis dit, voilà, la salade de soja, c'est niette, quoi. Donc voilà, comme dit, tomates, j'ai arrêté. Les produits laitiers, j'ai remplacé par des produits plutôt végétaux. Ça, c'est les principales choses au niveau alimentation. Gluten, je fais un peu attention aussi, mais bon, je m'empêche pas non plus de manger des pâtes parce que j'aime bien ça. Mais voilà, en chose principale, je pense que c'est surtout ça pour moi que j'ai enlevé. J'en oublie peut-être d'autres, mais comme dit, je suis toujours encore en observation. Ensuite, quand je suis en moment de crise, moi, ce qui me fait du bien, c'est une bouillotte.
c'est mettre la bouillotte sur mon ventre. Et là, j'ai une bouillotte qui est faite maison avec à l'intérieur des graines de lin et des fleurs de lavande et que je mets au micro-ondes, que je me fais chauffer et que je me mets. Elle a une forme de demi-lune, comme dit, elle est vraiment faite maison et elle se place bien sur le bas de mon ventre. Et ça me fait un bien extrême quand je suis en inflammation. Ensuite, il y a les TENS que j'utilise aussi. Ça, c'est pour ma part, je les ai jamais utilisés encore sur le ventre. Moi, je les utilise plutôt quand j'ai mal au dos. Donc, je me les place à des endroits stratégiques dans le dos quand j'ai mal. Et voilà, je me fais des séances de TENS, quoi. Un truc que j'ai mis en place depuis 4-5 ans, c'est justement par rapport à... Enfin, je vais avoir 49 ans, mais je trouve qu'à l'âge de 40-45 ans, je commençais déjà à être rouillée le matin en me réveillant et en me levant, et avec des douleurs articulaires, des douleurs musculaires au lever, quoi. Oui. Donc, j'ai mis en place un rituel le matin, ce que j'appelle un rituel corporel du matin. C'est-à-dire que dans le lit, avant de me lever, je me fais pendant ça dure au moins 10 minutes, un quart d'heure. J'ai vraiment tout un rituel d'étirement et de massage de différentes parties de mon corps, en partant du haut du corps, de la tête, les bras. J'active aussi mes poumons pour me donner de l'énergie. Ensuite, je descends sur le ventre. Je fais un massage du ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. En fait, le ventre, je le masse pour que justement, pour travailler un petit peu sur les adhérences. Et après, je fais des étirements des jambes. Voilà, je fais vraiment un rituel du matin pour pouvoir me mettre en mouvement ensuite, une fois que je suis debout, de manière sans avoir de douleur ou en essayant d'en avoir le moins possible. Oui. Et voilà. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui a son effet, je pense. Et après, j'ai aussi les exercices respiratoires pour gérer mon stress. Donc là, j'ai pas mal d'exercices dans ma petite palette que j'utilise quand j'ai des situations de stress. C'est parce que les situations de stress sont des choses qui, pour moi, en tout cas, je le sens que c'est ce qui amène après des douleurs. Enfin, le stress extrême peut amener des douleurs et du coup, j'essaye de les gérer par des exercices respiratoires ou du yoga nidra le soir avant de me coucher. Intéressant. C'est bien parce qu'il y a plein de petites techniques que peut-être d'autres personnes pourraient essayer et qui pourraient marcher du coup grâce à toi. Donc, merci. Avec grand plaisir de partager ça. Est-ce que à ce jour, tu as trouvé un professionnel de santé qui comprend tes douleurs ? Oui, alors j'ai un gynécologue depuis 2-3 ans maintenant. J'ai fait un désert médical, moi, après mon opération en 2015 où on m'a enlevé le kyste endométriosique. Pour moi, l'hospitalisation ce jour-là, à ce moment-là, a été tellement violente et la prise en charge médicale a été pour moi extrêmement violente et extrêmement maltraitante. D'accord. Que en fait, suite à cette hospitalisation, moi je voulais plus voir un médecin. Je voulais que plus personne me touche à cet endroit-là. Du coup, pendant quelques années, je me suis retrouvée seule avec mes douleurs et avec ma gestion des douleurs et du stress en lien avec le corps médical. Et effectivement, depuis quelques années, j'ai un gynécologue qui est donc un homme. Alors, j'avais jamais eu de gynéco-homme jusque-là. Et donc là, c'est un monsieur jeune, je précise, parce que pour moi, c'est important de le préciser. Donc, c'est quelqu'un qui a été formé à l'endométriose et qui connaît son sujet parce qu'il est vraiment en contact avec les spécialistes de Strasbourg. Donc moi j'habite à la campagne, mais il est vraiment en lien avec les spécialistes de la ville la plus grande dans mon environnement, dont je connaissais les noms et voilà, pour moi ça a été une carte de visite. Quand il m'a dit les personnes avec lesquelles il travaille, je me suis dit, OK, lui, je peux lui faire confiance. Et effectivement, c'est quelqu'un qui est extrêmement doux dans les consultations, extrêmement doux dans sa manière de parler. Enfin, moi, j'avais besoin de quelqu'un qui soit à mon écoute et qui soit bienveillant et qui soit dans le respect. Surtout la bienveillance et le respect de la personne en face, pas avec des mots genre t'es une chouchotte. Enfin, j'en sais rien. Il y a des mots qui sortent des fois qui peuvent être très, très blessants. Donc, moi, j'ai trouvé quelqu'un, effectivement, qui est à mon écoute aujourd'hui. C'est cool. Oui. Ouais. Après un long désert, oui. Oui. Ouais. Est-ce que tu as exploré donc des approches alternatives ou complémentaires pour gérer du coup tes symptômes ? Donc, tu nous as dit le yoga,
déjà? Ouais, alors j'en ai une petite flopée que j'ai une petite, ouais, j'en ai une petite flopée que j'utilise, en fonction de mon instinct, ce qui vient, ce qui a besoin de venir. Alors moi, je suis sylvothérapeute, donc j'emmène les gens en forêt pour vivre des expériences dans la nature, et des expériences de reconnexion à soi. Mmh. Et si je suis allée dans cette formation-là, c'était à la base pour moi-même, Oui. pour trouver une alternative, à la médication, une alternative, on va dire à l'aspect médical. Je pense que j'avais besoin d'aller un petit peu dans le côté holistique de la chose et d'essayer de reprendre contact aussi avec mon corps et reprendre contact avec lui et d'apprendre à l'aimer, on va dire ça comme ça. Ouais. Et du coup, la thérapie forestière ou ce que moi j'appelle les immersions forestières me permettent aujourd'hui de me mettre dans l'instant présent, dans ce que je vis dans la nature et me permet d'aller dans l'amour de soi, en fait. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi devenu très, très important, en fait. Oui. Ensuite, oui, il y a le No Yoga Nidra dont je te parlais tout à l'heure, Mmh. qui est une technique qui me permet de m'apaiser le soir et pareil, de reprendre contact avec mon corps et toutes les parties de mon corps. Mmh. Et c'est quelque chose qui m'aide à m'endormir de manière plus paisible. Ensuite, je pratique le Pilate à raison d'une fois par semaine, mais ça depuis presque 20 ans maintenant. Et ça, c'est une technique où on travaille effectivement à la mobilisation des muscles du bas-ventre, enfin de tout ce qui est de la ceinture abdominale. Mmh. Et dans le cas de l'endométriose avec les adhérences, c'est une technique qui peut aussi être libératrice et qui peut permettre à remettre du mouvement dans cet endroit-là. Oui. Depuis pas longtemps, j'ai découvert, grâce à mon gynécologue, justement, la kiné périnéale. Alors ça, je Mmh. le conseille à toutes les femmes, atteintes d'endométriose ou pas, d'aller essayer de trouver quelqu'un qui fait de la kiné périnéale, tout simplement parce que cet endroit-là, le périnée, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude forcément d'aller visiter soi-même ou qu'on a l'habitude de mobiliser, on a l'habitude plutôt de le mettre sous silence, cet C'est endroit-là. ça. Et moi, à 48 ans, j'ai découvert que, en fait, de me l'approprier, c'est quelque chose qui me donne même confiance en moi. Ma kiné, je lui dis que c'est ma psy du Pyrénées, en fait. Je l'appelle comme ça. Elle m'a vraiment permis de me libérer enfin même d'avoir beaucoup plus confiance en moi depuis que je vais chez elle, en fait. Ouais, ouais. Ça me donne des ailes. Mais ouais, parce que inconsciemment, le périnée, quand on est stressé, etc., en fait, on est tout le temps, c'est un muscle, quoi. Donc, quand on est stressé et tout, il se bloque. C'est impressionnant comme, en fait, il suit quand on est énervé, stressé, etc., le périnée, en fait, il fait pareil. Donc, il se bloque, il se décontracte, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, du coup, travailler son périnée, c'est important. Je te rejoins vraiment là-dessus dans le sens où, moi n'ayant pas eu d'enfant, donc je n'ai pas eu, à avoir une reconstruction, de cet endroit-là ou un travail sur le périnée après, un accouchement. Mais par contre, moi je me suis retrouvée à me rendre compte qu'en fait cet endroit-là était tout le temps, tout le temps, tout le temps contracté chez moi. C'est ça. Il n'était jamais détendu. Et en fait, ce que cette kiné m'apprend, c'est à prendre conscience de cet endroit-là et à le détendre. Ouais. Et le fait de détendre cet endroit-là, qui est qui fait partie du centre du corps, me permet d'avoir moins de douleur du dos, moins de douleur du bas-ventre, moins de douleur dans les jambes. Enfin bref, c'est vraiment, je me suis rendu compte que c'était un endroit extrêmement important Ouais. par rapport à des douleurs qui peuvent être migratoires dans d'autres endroits du corps, quoi. Donc merci la kiné périnéale et merci à mon périnée. Merci ouais, je suis contente d'avoir découvert mon périnée à 48 ans en fait. Du coup, en plus de ça, quand j'ai besoin, je fais des séances d'ostéopathie quand j'ai le dos qui est vraiment bloqué, que mon corps il a besoin. J'ai eu très longtemps un acupuncteur qui malheureusement est à la retraite depuis l'été dernier, mais c'est quelqu'un qui m'aidait vraiment dans les situations d'urgence ou vraiment quand j'avais des douleurs vraiment n'importe quoi qui était là. Enfin, je pouvais avoir des rendez-vous très rapidement. Donc ça, je suis à la recherche d'un médecin acupuncteur pour reprendre le relais. Moi, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup de l'homéopathie aussi même dans mon quotidien, ayant beaucoup de douleurs articulaires et musculaires. L'homéopathie, c'est ma pharmacopée quotidienne. Oui.
et j'utilise la gémothérapie. Mmh. Alors la gémothérapie, je sais pas si tu connais, C'est avec les bourgeons, hem, c'est ça? c'est avec les bourgeons. Donc c'est effectivement, on prend l'essence de la plante, l'endroit où il y a le plus d'énergie et le plus de pouvoir de la plante et en fait, on en fait une thérapie, en fait, quoi. Du Mmh. coup, c'est vraiment, par exemple, le bourgeon de cassis. Le bourgeon de cassis est un bour s'il y a quelque chose que quelqu'un doit enfin, qu'on doit prendre, c'est du bourgeon de cassis. D'accord. Le bourgeon de cassis, il est bon pour beaucoup de choses, en fait, dans le corps et c'est le premier par lequel on rentre en général dans la gémothérapie. J'utilise aussi les tisanes de plantes, Mmh. pour décongestionner mon bas-ventre quand il est vraiment en situation de crise et là, je fais une association de mélisse, surtout la mélisse menthe et je ne sais plus quoi. Après je peux rajouter le soir, je mets de la lavande dedans, du tilleul, ce que je veux. Par contre, Mmh. ce que je me suis rendu ah oui, on peut y mettre du framboisier aussi, des Oui, feuilles de framboisier, de l'alchimie, je crois que ça s'appelle comme ça. alchemile, un truc comme ça? Alchimie, voilà, c'est Ouais. un truc comme ça, ouais. Et par contre, oui, il y a des plantes qui, pareil, une fois de plus, il y a une plante qu'on dit que c'est la plante du féminin, surtout dans les méthodes de technique amérindienne, par exemple. On parle de la sauge, que la sauge, Oui, c'est bon pour les femmes pendant les règles. Ben, surtout là, pas. c'est pareil. Attention, endométriose, sauge, ça va pas du tout Non, ensemble parce que ça va accentuer les saignements, ça va parce que c'est accentuer les douleurs du œstrogène et bas-ventre. like. C'est aussi œstrogène-like. Tout Tout à à fait, fait. tu as Ouais, raison. ouais. Donc la sauge, faut pas, Non. éviter. Et puis effectivement, depuis une dizaine d'années, je cherche à comprendre la maladie, mais par autre chose que par le médical. Et dans ce cas-là, dans cette situation-là, je suis allée voir du côté généalogique. Mmh. Et du coup, je fais encore, parce que c'est pas fini, des constellations familiales pour aller voir dans mes arbres généalogiques ce qui s'y passe et ce qui a pu se passer dans mes ancêtres, notamment au niveau du féminin. Mmh. Donc mes ancêtres, grand-mère, arrière-grand-mère, qu'est-ce qui a pu se passer à chacune des échelles et voir s'il y a des choses que je ne serais pas aujourd'hui porteuse et qui ne seraient pas forcément à moi et que du coup je pourrais rendre à ces personnes-là. Tout à fait. Je suis aussi assez attirée par tout ce qui est sagesse amérindienne et du coup, pour ma part, je suis dans un cercle de femmes depuis quelques années et voilà, je pratique, des rituels, issus de ces ancêtres, on va Oui. dire, hem et voilà, ça me fait du bien et ça me permet aussi de me comprendre un peu mieux moi, par mon passé, pour essayer d'avoir un présent plus calme et plus serein et Oui. plus apaisé aussi. Voilà. Tu as essayé plein de choses alternatives et je trouve ça cool. Parce que souvent, les médicaments, bon, c'est bien, mais c'est bien aussi de trouver, d'autres choses qui nous nuisent pas, en fait, à notre santé parce que de base, on a un problème de santé et à force de prendre des médicaments, je trouve que du coup, ça nous aide pas. Au contraire, ça empire les Mmh. problèmes. Donc, Oui, choses alternatives, j'apprécie énormément. Je suis pareille. on s'est bien rencontrés alors. C'est ça. Et oui, oui, oui. Les 2 métiers que je fais, au final, je les fais, en premier lieu pour moi et aussi pour ma famille. Après, étant sophrologue, c'est pour m'aider moi-même à un peu, je suis une fille très stressée, donc du coup, anxieuse, stressée, tout me faisait paniquer, on va dire, le moindre truc et c'est vrai que je me suis formée en tant que sophrologue pour, m'aider moi à plus être, aussi anxieuse comme ça là, à me faire des nœuds, dans le cerveau, dans le corps et tout. Et après, j'ai fait de l'aromathérapie parce que j'avais des douleurs extrêmes de règles et que j'avais des règles irrégulières et que je voulais faire par la nature quand même, Mmh. avant de prendre des médicaments et des médicaments parce que j'ai un ulcère à l'estomac. Donc, du coup, prendre des médicaments n'est pas bon pour moi. Oui, Compliqué. oui, oui, oui. Et tu vois, on a effectivement toutes les 2, on est allées dans des professions qui nous ont d'abord aidées nous-mêmes, hein. C'est ça. Moi, la thérapie forestière, c'est pareil. Je suis allée dans cette voie-là, d'abord pour me guérir moi-même et après, à travers mon expérience personnelle, de pouvoir amener d'autres personnes à expérimenter ça et à leur faire voir qu'il y a
C'est des techniques qui peuvent être holistiques ou Oui, une approche différenciée qui permet de prendre aussi soin de soi et de travailler sur sa douleur finalement aussi, hein. c'est ça. D'apprendre à la gérer, d'apprendre à mieux gérer son stress au quotidien. Mm. Enfin, vraiment, c'est peut-être pas ciblé, on est peut-être autour de notre thème principal qui est l'endométriose, mais pour moi, l'endométriose est le centre d'un cercle, mais tout autour, il y a des choses qui gravitent et qui peuvent avoir des effets sur le centre même de ce cercle, quoi.